Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Petite Promenade avec Louis, qui est heureux parce que nous avons dû nous expatrier un petit peu à cause du vent qui est vraiment très fort. Donc le ciel est bleu parce que le vent chasse les nuages, mais sinon il n'y est carrément pas possible de faire une vidéo aujourd'hui. Hier il pleuvait, bref, les conditions astronomiques et météorologiques sont pas toujours faciles. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui est peut-être la question qu'on aura dû se poser dès le début, à savoir, est-ce que l'astro et le tarot sont deux traditions, deux disciplines compatibles? J'ai eu pas mal de commentaires qui disaient « mais vous êtes un bon astrologue, qu'est-ce que vous allez faire avec le tarot ?» Et c'est une chose que j'ai eue avec mon ami Patrick Gianni quand il me disait c'est bizarre d'aller vers le tarot alors que l'astrologie, il y a peut-être tout dedans, enfin c'est une discipline qui est vraiment complète, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de façon la plus détendue possible, sans jugement, pourquoi est-ce que le tarot peut se mettre avec l'astro? À la base, l'astrologie se met très bien dans la Kabbale. On retrouve dans les séphirotes différentes planètes et donc c'est pas un souci. Le tarot aussi se retrouve dans la Kabbale, il fait partie des chemins avec les lettres hébraïques et aussi les différentes arcanes majeures, puisqu'on a 22 lettres hébraïques, on a 22 chemins et on a aussi 22 cartes du tarot dans les arcanes majeures. Donc on voit qu'il y a toujours une possibilité de mélanger. Si vous faites de l'alchimie, vous ne pouvez pas méconnaître vraiment l'astrologie. D'ailleurs, par hasard, Mercure est représenté avec le même signe pour deux choses un peu différentes, il faut bien l'admettre, mais il y a quand même un clin d'œil si tant est que l'on est d'accord avec le côté des synchronicités. Alors le tarot dans la Kabbale, l'astro dans l'Ayurveda, l'astro dans le tarot aussi, donc les choses ont l'air de finalement bien se mélanger. Mais est-ce que le mélange va dans les deux sens? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on retrouve le tarot dans l'astro et l'astro dans le tarot? Est-ce qu'il y a la possibilité d'échanger les produits? En fait, les kabbalistes n'ont jamais pu mettre un grain de sel ou un grain de sable dans l'astrologie. De même, l'astrologie n'a jamais été pénétrée, entre guillemets, par le tarot. C'est l'astrologie qui est une discipline complètement autonome. On ne peut pas tout mélanger. Alors pourquoi, en fait, on peut mélanger des choses, mais en faisant un apport de l'astrologie dans les disciplines, mais pourquoi les autres disciplines ne rentrent-elles pas pour partie dans l'astrologie? L'astrologie ne nous répond pas parce que elle se suffit à elle-même et il faut donc chercher les explications dans une autre tradition. Et je pense que le tarot peut être justement un outil très intéressant. C'est pour cela que le tarot et l'astro se réunissent bien. Et c'est pour ça que je n'ai pas intitulé la chaîne Tarot Astro, mais bien Astro, la base, tarot ensuite. C'est important, hein, c'est comme l'aîné avec le deuxième d'une fratrie ou d'une troisième. Si vous faites un peu de constellation familiale, vous verrez cet intérêt qu'il y a de classifier, de hiérarchiser. Alors le tarot nous éclaire-t-il justement pour comprendre pourquoi l'astrologie semble si pure que l'on ne peut pas ajouter le moins de sel, le moins de produits. Pourquoi? Eh bien, regardons tout de suite comment se présente le jeu des arcanes majeures. Donc le mat s'avance, il rencontre le battleur avec son chapeau de l'infini. Ensuite, on va voir la papesse qui a aussi une coiffe, évidemment, elle est papesse. Ensuite, on a évidemment l'impératrice avec sa couronne, suivie du pape, etc. Et on se dit, pendant tout le cheminement des premiers arcanes, tout le monde a un chapeau. Jusqu'à quand y aura-t-il plus de chapeau? La réponse, elle arrive avec l'ermite. L'ermite est le premier personnage qui n'a pas de coiffe. Et ça doit nous intéresser. Pourquoi ça doit nous intéresser? Eh bien, tout simplement parce que ça attire notre attention sur sa tête. Et qu'est-ce qu'il y a sur sa tête, puisqu'il n'y a pas de coiffe? Vous allez regarder le personnage, vous me direz, il n'y a rien en fait, il n'y a rien.
Et moi, je vous dirais, bah, s'il y a quelque chose, regardez bien, il y a des rides. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est pour dessiner, c'est parce que ça fait joli. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard avec le tarot. S'il y a 3 rides, eh ben, c'est peut-être assez bizarre de le dire, une lapalissade, mais s'il y a 3 rides, il n'y en a pas 4. Et si vous avez des rides au niveau du front, cela sous-entend qu'on souligne par 3 fois l'intelligence. L'intelligence, 3 fois intelligent, comme c'est un ancien, on pourrait penser qu'il est 3 fois sage. Et s'il est 3 fois sage, comme on dirait dans l'ancien temps, on dirait qu'il est trismégiste. Donc, qui connaît-on avec ce vocable de 3 fois sage, de trismégiste? Eh bien forcément, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, il s'agit d'Hermès Trismégiste. Et quand certains disent que les quartiers du Moyen-Âge étaient des analphabètes, moi je souris vraiment, parce que c'est vraiment placer les intellectuels au-dessus des personnes, j'allais dire presque manuelles, parce qu'au Moyen-Âge, des intellectuels, c'était quand même assez réservé à l'élite. Eh bien, je pense que quand ils ont mis un H à ermite, ils n'ont pas fait de faute d'orthographe. C'est pourtant ce que je lis un peu partout. Oui, c'était au Moyen-Âge, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le français et tout ça. Bien sûr. Sauf que justement, si notre personnage il est 3 fois sage et qu'il est trismégiste et qu'il s'appelle Hermès, vous comprenez alors pourquoi il y a ce H à Hermès. Alors la question évidemment c'est de se demander si Hermès a vraiment existé, parce que on va dire qu'en Égypte c'était le dieu Thoth, on va essayer de nous trouver un certain nombre de choses comme quoi c'est un personnage secret, alchimique, etc. Mais en réalité on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, c'est un peu ce que fait le pape avec sa croix sur la bouche. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Et je pense qu'il vaudrait mieux ne rien dire. Ou alors, on peut essayer de supposer, mais non pas dans le côté un peu, comment dire, supputation sans vraiment fondement, mais on pourrait supposer avec des bases plus, comment dire, concrètes. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? En Égypte, à Dendera, on a le plus vieux zodiaque, donc on connaît l'astrologie. Si on connaît l'astrologie, on connaît forcément l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas un voyant, mais on a des connaissances sur ce qui peut se passer, c'est-à-dire en termes de probabilité. C'est un peu comme quand j'ai dit au mois d'octobre, tiens, il va se passer quelque chose le 10 janvier, et que le 10 janvier, effectivement, c'est l'arrivée du virus. Je ne pouvais pas savoir que ce serait le virus. Je suis pas voyant, je suis pas devin, mais je savais qu'avec Pluton, il allait se passer quelque chose. Donc vous imaginez, du temps de l'Égypte, les anciens, les astrologues se sont dit, le voile d'Isis va s'abattre sur nous. Et évidemment, avec Cléopâtre, avec toute cette histoire-là, ça a commencé à être la décadence de l'Égypte. Or, c'était un peuple extrêmement avancé, il suffit de regarder les pyramides pour s'en convaincre, puisque là aussi, on est dans les supputations, au lieu de dire qu'on ne sait pas, eh bien, on part dans des choses complètement, comment dire, un peu folles. Par contre, c'est clair, c'est que si on connaît l'astrologie, on sait qu'à un moment donné, ça va pas bien se passer. Il ne s'agit pas de, comment dire, de dire oui, il va y avoir ci, il va y avoir ça, c'est simplement de dire, bah, va falloir s'organiser. Et je pense que c'est ce qu'ont fait les Égyptiens, classiquement, ils se sont réunis, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on a en magasin et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, à l'époque, évidemment, il y avait l'alchimie, puisque l'alchimie tire son nom de l'Égypte, la terre noire, alchimie, parce que le A est venu avec les Vénitiens un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Mais bon, la terre d'Égypte, c'est la terre de l'alchimie. Et puis, on avait donc l'astrologie. Et puis, il y avait quelque chose de très important, c'était la magie, c'est-à-dire la connexion avec des puissances supérieures. Donc on avait 3 sciences vraiment autonomes, comment dire, indivisibles, immélangeables pratiquement, parce qu'elles étaient véritablement autonomes. Donc on a réuni ces 3 sciences, ces 3 sagesses, ces 3 sapiens, ces 3, comment dire, ce trismégiste, on l'a réuni puis on l'a mis dans un livre qui s'appelle donc, il va falloir que je m'en souvienne, la table d'émeraude. C'est comme ça que ça a été rebaptisé après, parce qu'au début c'était la tabula smagarita, quelque chose comme ça. Enfin bon, je remettrai le nom en dessous. C'est pas important de
de faire le malin. L'idée, c'est de comprendre comment ça s'est passé. Ils ont mis donc tout ça dans un livre. Évidemment, puisqu'on est avec Hermès, et vous savez qu'il y a un livre dans Hermès. Donc, je vous laisse le imaginer où il se trouve, mais il est bien là. Et quand il y a un livre dans la carte de l'ermite avec un H comme Hermès, on comprend qu'on a probablement ici un clin d'œil avec l'émeraude, le livre, comment dire, la table d'émeraude. La table d'émeraude, ou si vous préférez, vous avez qu'à lire Victor Hugo et puis vous comprendrez pourquoi Esmeralda et pourquoi émeraude. Parce que Victor Hugo était vraiment un grand initié. Et donc, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de vous rapprocher de Notre-Dame et de Victor Hugo. Revenons à nos moutons et disons que qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois sapiens classiques? On sait très bien que l'astrologie était quand même une carte pour connaître son évolution spirituelle, à soi, aux gens qui nous entourent, et évidemment au monde. Naturellement, tout le monde n'avait pas accès à cette connaissance. C'était plutôt les maîtres, les pharaons, les religieux qui pouvaient connaître la force de l'astrologie et recevoir les conseils et les bénéfices de l'astrologie. L'alchimie, c'était la science, j'allais dire, des solutions. Parce que oui, quand on mélange ceci avec cela, on fait une solution d'alcool, etc. Donc attention à solution, c'est un mot très important. Entendez sol, ut, si. Donc je vous laisse aller vous recueillir à Solutré, comme ça vous aurez tout compris. Et l'alchimie a toujours été la science des produits, des mélanges de produits. La science des potions se retrouve en fait sur les 5 continents, mais elle est on va dire sur une fréquence différente. Je pense que quand on est en Asie, eh bien, on est plutôt dans le travail de l'air, dans le travail du vent, cet élément qui fait que les gens là-bas connaissent énormément le travail du souffle avec le chi, le ki, donc le qigong, l'aïkido, etc. Donc, on est vraiment sur ce travail de transformation avec le souffle. Chez nos amis arabes, nous sommes avec la transformation sur tout ce qui va toucher la médecine. On a énormément de grands médecins arabes qui viennent trouver leur science avec beaucoup d'alchimie. Ensuite, on a tout ce qui va toucher l'Inde. Il suffit de regarder les linteaux quand vous allez vous promener dans les temples et voir que là-bas, c'était surtout la question de la sensualité qui était étudiée. Voilà, donc les continents sont souvent reliés, on va dire, avec une alchimie particulière. En Occident, évidemment, c'était la science des métaux. On connaît tous transformer le plomb en or ou le mercure en or. Bref, tout ça, c'est chez nous le côté transformation des métaux, des vils métaux en métaux précieux. Donc, près des cieux, bien sûr. Donc, du coup, quand vous voyez cette science qui est l'alchimie et que le voile d'Isis commence à s'abattre sur l'Égypte, on a aussi envie de la protéger, comme on a protégé l'astrologie. Et puis, la dernière des sciences, la magie. Alors, la magie, c'est un petit peu tout ce qui va être relié avec l'invisible. L'invisible, c'est appeler des présences invisibles, comme on l'a chez les chamans, comme on l'a dans beaucoup de traditions aussi. Donc, c'est se relier avec, peut-être, si vous êtes druide, les esprits de la nature. Voilà, se relier avec Odin pour les uns, avec Vénus pour les autres, les mythes en fait, et qui permettaient d'avoir des réponses. Alors évidemment, comme toujours, ça a été galvaudé avec les oracles, on a commencé à ouvrir des oiseaux, regarder des drôles de choses, et tout ça pour des questions d'ego, alors que la magie, ça fonctionne très bien. Quand vous vous reliez avec les forces invisibles, vous pouvez faire du magnétisme, vous pouvez faire du reiki. Si vous êtes au-delà de la bioénergie, si vous êtes dans la géobiologie, vous allez comprendre que en fait, dans chaque terrain, il y a des réseaux qui passent. On appelle ça les réseaux Hartmann. Quelquefois, ça va être des réseaux souterrains avec de l'eau, etc. Ajustez la carte 16 avec la carte 17 et vous comprendrez tout. Tout est dans le tarot en fait. Là, vous avez la géobiologie facile avec ces deux arcanes.
Donc en fait, la magie, c'est faire des actes peut-être de théurgie pour, comment dire, se faire aider par des présences, peut-être créer des synchronicités, comme dirait Jung, et puis avoir des réponses, et pourquoi pas faire des miracles. Peut-être que c'est un peu ce qui est proposé, je dirais, dans certaines religions. Ce qui découle de ça, c'est tout simplement que si on se lance dans l'hermétisme, si on cherche des solutions dans l'ésotérisme, eh bien on doit être quand même capable, à minima, d'avoir des connaissances sur ces trois traditions que sont l'astrologie, l'alchimie et bien sûr la magie. Pour avancer sur un chemin spirituel et pas forcément religieux, l'étude de ces traditions se révèle vraiment indispensable, et c'est peut-être pour ça que le mot hermétisme vient de ce mot qui est Hermès, de ce sage Hermès qui a priori ne devrait pas vraiment avoir existé. Pourtant, les principes sont là. Prenez Socrate quand il a dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Connais-toi toi-même, c'est l'alchimie, c'est connaître ses forces, ses faiblesses au travers de son état de air, eau, terre, feu et bien sûr le cinquième élément. C'est connais-toi toi-même l'alchimie et tu connaîtras l'univers, c'est-à-dire les planètes évidemment, là je vous fais pas de dessin. Et tu connaîtras les dieux, c'est-à-dire tout ce qui va être les mythes, tout ce qui va être les énergies subtiles que l'on va retrouver dans le travail de l'angéologie, dans le feng shui par exemple, avec les dragons, ce qu'on appelle les veines du dragon, que l'on va retrouver dans d'autres disciplines avec l'appel des kami au Japon. Je pense que c'est un peu les ancêtres aussi qui sont importants. Bref, c'est ce travail avec les forces invisibles que sont la magie, que sont les mythes, que l'on retrouve donc sous ce vocable triple de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je pense que le tarot a bien répondu à la question, à savoir, est-ce qu'il faut connaître l'astrologie? Sans aucun doute, et c'est sûrement un minimum de connaître cette base d'un triptyque, comme le sont les 3 pieds du battleur. Le battleur commence pas avec 4 pieds, commence avec 3 pieds. Et le 4e, c'est peut-être lui, justement, qui va devoir ingérer les 3 classiques. Il est évident que je ne pense pas que les anciens voulaient qu'on soit des spécialistes. Je pense que ce qu'ils voulaient, c'est connaître les grands principes. Après, bien sûr, vous pouvez décider de vous spécialiser, vous pouvez vous mélanger l'alchimie et l'astrologie, peu importe. Mais l'idée, c'est quand même de comprendre que c'est une base évidente pour des personnes qui me disent toujours « Bah oui, mais quelle est la différence entre la spiritualité et la religion ?» Je pense que quand même, il y a quelque chose d'important. Même si vous regardez la Bible avec un œil de spiritualiste, vous vous direz « Ah oui, mais quand ils mélangent l'eau et le vin, qu'est-ce qui se passe ?» Bah oui, évidemment, avec le principe du pain et Melchisédek ou Melchisédek, forcément, vous verrez qu'il y a de l'alchimie dans la Bible, vous verrez bien entendu qu'il y a de la magie et aussi de l'astrologie. Quand Jésus dit « Viens, suis-moi, prends ta croix », quelle croix il s'agit à votre avis? Puisque forcément, quand on est de ce pays à cette époque et qu'on est juif, eh bien, on n'est pas crucifié. C'est réservé à une certaine partie de personnes. On est lapidé. Et donc Jésus, en disant « Prends ta croix et suis-moi », a peut-être parlé des croix, de la croix astrologique, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Si dans l'astrologie, je ne trouve pas de traces du tarot, il faut bien reconnaître que je trouve beaucoup de traces de l'astrologie dans le tarot. Et c'est pour ça que je pense que si on se lance dans le tarot, on ne peut pas faire l'économie des bases, des fondements, des choses simples. Je n'ai pas dit simplistes, mais simples de l'astrologie pour tout comprendre. De toute façon, le tarot, c'est quoi? C'est le voyage à Compostelle. Donc c'est passer du compost, le terreau, pour aller jusqu'à l'étoile. Si ça c'est pas astrologique, je vous renvoie à la Bible. Il semblerait qu'il y ait une étoile comme ça, que les 3 sages, tiens, ça fait un peu trismégiste ça, 3 sages qui ont trouvé au travers d'une étoile quelqu'un qui était important. Donc même si si vous n'êtes pas croyant et si c'est simplement sur le domaine symbolique, notez quand même que le clin d'œil est assez intéressant. Après l'étoile, évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui symbolisent l'astrologie?
Et si vous me suivez depuis un moment, si vous avez assisté à mes conférences, je regrette de vous redire la même chose, mais de toute façon, la pédagogie s'est répétée plusieurs fois. Eh bien, je vous répète une troisième fois que la carte de l'astrologue, elle est dans la carte du chariot. Pourquoi? Eh bien, déjà, la première chose, quand on regarde le chariot, c'est qu'on se dit, il y a un problème là, parce qu'un chariot, dans la définition, c'est une roulotte avec 4 roues. Et là, il y a 2 roues. Donc, s'il y a 2 roues, c'est un char. Alors, pourquoi ils ont marqué chariot? Et si encore une fois on veut dénigrer les quartiers du Moyen-Âge, qu'à cela ne tienne de les faire passer pour des ignorants, vous serez au premier degré. Mais au deuxième degré, si c'est pas un char et qu'il y a marqué chariot, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes dans la constellation du chariot. Et si vous ne comprenez pas, regardez le dais. Il y a 12 étoiles qui symbolisent les 12 signes astrologiques, mais bien entendu, les 12 maisons aussi astrologiques. Il y a de quoi faire sur la carte du chariot. Regardez ses épaules avec ses lunes. Regardez aussi, si vous voulez, ses roues. Pourquoi il y a 2 roues? Est-ce que vous connaissez en astrologie les 2 roues? Bah oui, on revient à nos 2 roues, celle du zodiaque avec les signes et celle avec les maisons astrologiques qui sont vraiment les 2 outils fondamentaux du tarologue, évidemment. Je vous laisserai chercher la 3e roue pour connaître le cycle des airs des différents signes dans les airs. Vous savez, le signe du poisson, le signe des poissons, pardon, qui était le signe du temps du Maître Jésus, avec de l'autre côté la constellation de la Vierge. Marrant ça. Et puis l'air d'avant qui était la constellation du Bélier. Vous savez, les gens un peu bagarreurs comme Moïse par exemple qui se bagarre avec le pharaon. Tiens, c'est marrant, de l'autre côté c'est la constellation de la Balance. Vous savez, l'étape de la loi, œil pour œil, dent pour dent. C'est marrant quand même toutes ces... Ah bon, après c'était l'ère du Taureau, alors vous avez qu'à remonter vous-même et puis vous verrez qu'il y a dans l'ère du Taureau, eh bien on a le Minotaure, on a Apis chez les Égyptiens avec cette espèce de vache qui a la lune entre les cornes, etc. Et vous verrez ce que sont les ères qui durent 2160 ans. Donc je vous fais pas de dessin, mais l'astrologie c'est quand même vraiment important pour comprendre l'histoire. Ensuite, si on revient donc à notre carte de l'arcane 7, on a quand même vraiment la carte de l'astrologue avec beaucoup de points communs. Mais vous n'avez pas forcément tout, parce que si là on vous dit dans le tarot il faut vous intéresser à l'astrologie, on doit vous dire mais comment l'apprendre? Eh bien avec des profs. Et oui, de tout temps, on ne pouvait pas découvrir tout seul, il fallait tout seul. Il fallait absolument se relier avec un maître. Le maître, en fait, à l'époque, c'était la papesse. Et l'autre maître, c'était le pape. Pourquoi ces 2 personnages seraient-ils des profs d'astro, à votre avis? Si vous regardez l'astrologie, vous avez 4 saisons et vous avez 3 signes par saison. Donc chaque saison commence par un signe, il y a un signe du début qu'on appelle le signe cardinal parce qu'il va donner la température de la saison, par exemple le bélier pour le printemps, le premier signe. Et puis après vous aurez le signe du milieu qui sera le signe de la pleine saison, par exemple le Verseau pour l'hiver ou le Lion pour l'été. Et puis après vous aurez un 3e signe, le signe qui sera appelé mutable parce qu'il va évidemment passer vers une autre saison, comme par exemple le signe des Gémeaux qui nous entraîne tranquillement vers l'été. Ce qui signifie que puisqu'on a 4 saisons et 3 signes, donc nous avons à chaque fois 3 croix, une fois la croix des signes cardinaux, des signes mutables et des signes fixes. Et ces 3 croix, on les retrouve où? Eh bien sur la poitrine de la papesse. Si vous croyez que c'est juste une déco et que les quartiers étaient... Non, j'ai déjà fait celle-là. Mais franchement, je vous invite à pas les sous-estimer, surtout. Quand vous regardez quelque chose, dites-vous que il n'y a pas de faute, il n'y a pas de hasard. Et si l'impératrice, ça s'écrit pas avec la même police de lettres du début à la fin, c'est qu'il y a quelque chose à chercher. Donc cherchez pourquoi il y a des traits, pourquoi il y a des points, pourquoi des fois les points c'est des losanges. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ne sous-estimez jamais les quartiers. Donc 3 croix qui sont sur la poitrine de la papesse. Alors le pape c'est une croix, pontificale sur lequel on retrouve les 3 croix. Donc vous voyez que tous les 2 enseignants sont là. Quand on prend le jeu de tarot et qu'on va à Compostelle, on va chercher l'étoile, ou plus exactement par étymologie le champ d'étoiles. Mais en réalité, est-ce que c'est le but véritable
du jeu? Bien sûr que non, puisque c'est pas la dernière carte. La dernière carte, c'est quoi? La dernière carte, c'est le monde. C'est cette femme qui danse, cette femme qui est heureuse, qui a compris. Bon, en plus, il y a un gros clin d'œil d'alchimie, donc je vous en dis pas plus. Après tout, vous avez qu'à manger des fraises l'hiver et vous comprendrez. Je pense que sur la question du monde, comme dernière carte, c'est encore un clin d'œil à l'astrologie. C'est peut-être même d'aller au bout de l'astrologie, c'est-à-dire quand même de l'étudier sérieusement. Et vous retrouvez cette croix du milieu, cette croix fixe des signes qui sont en plein hiver avec le Verseau, en plein été avec le Lion, au plein printemps avec le Taureau. Donc à la dernière carte, vous retrouvez encore cette croix vraiment importante, puisque on la retrouve sur les églises avec le fameux tétramorphe et les 4 évangélistes, donc les 4 disciples du Christ qui étaient des écrivains, donc ils ont toujours des livres à la main quand ils sont représentés sur le tétramorphe. Et vous regarderez maintenant le tétramorphe en disant mais ça c'est peut-être un truc d'astrologie. Sûrement c'est un truc d'astrologie aussi, puisque bien sûr les papes avaient interdit l'astrologie, mais ils étaient très astrologues. Il suffit de regarder certains qui faisaient carrément de la magie et de l'astrologie en mettant des pentacles. Et là je vous renvoie vers Arnaud de Villeneuve et le pape de l'époque, qui avait d'ailleurs pour un pape un drôle de blason, très Verseau, mais je ne vous en dis pas plus, sinon après c'est plus des balades, ça devient des cours. Mais je peux pas m'arrêter tellement, évidemment, vous l'avez compris, c'est passionnant tout ça. Donc l'astrologie dans le tarot, oui, avec évidemment la papesse et le pape, oui, avec aussi le tétramorphe, l'arcane 21 du monde, oui, évidemment avec le chariot. Et puis ça commence comment? Ça commence avec le mat. Le mat, il a la tête dans les étoiles, il regarde l'univers parce qu'il comprend bien que c'est aussi une des choses qu'il va falloir travailler dans l'astrologie. Donc il va regarder au loin parce que il va essayer de se connaître en regardant ses blessures, en comprenant ses blessures, en essayant de voir aussi tout ce qu'il a acquis dans sa besace avec son bâton. Et il avance la tête dans les étoiles pour connaître l'univers et aussi pour connaître l'invisible, c'est-à-dire les dieux, et donc rendre hommage ainsi à Socrate, ce grand sage qui nous disait en une phrase pratiquement tout ce qui est dit dans la carte de l'ermite. Voilà, donc je crois que j'ai terminé avec cette thèse. Est-ce que l'astrologie est compatible avec le tarot? Oui. Est-ce que le tarot est compatible avec l'astrologie? Oui. Pas dans les études, parce que l'astrologie, vous l'avez bien compris, se suffit à elle-même, alors que le tarot, qui est beaucoup plus récent d'ailleurs, va avoir besoin de cette cosmogonie pour se situer, pour nous situer, c'est-à-dire qu'une carte du tarot ne pourra pas avoir la même compétence que l'astrologie. Mais en tout état de cause, quand nous faisons des vidéos astro et tarot, nous avons vraiment ce lien intéressant, et je pense que ça serait une mauvaise idée de dire que c'est pas compatible. Les fusionner ensemble, travailler les deux, c'est vraiment une merveille. Et peut-être qu'un jour on travaillera les trois. Je me souviens, il y a quelques temps déjà, j'avais parlé du diable, il m'était arrivé plein de choses. Certains m'ont écrit des mails en disant il n'y a pas un peu de la magie noire là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de noir en bas du fameux diable. Et à l'invoquer comme ça un dimanche, est-ce que c'est pas particulier? Peut-être qu'il y avait de la magie, de l'astro et du tarot en ce dimanche matin. Peut-être que nous avions fait un peu l'ermite, et il faut se méfier de ne pas faire l'apprenti sorcier. On va laisser ça à Paul Dukas et puis à Disney. On va essayer de travailler, d'avancer à notre mesure et de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop loin. Mais je vous conseille vraiment pour cette petite promenade matinale, eh bien, de réfléchir à l'intérêt qu'il y a à se lancer dans l'étude de l'astrologie, dans ses bases, dans ses fondements. Ne me parlez pas de calcul, ne me parlez pas de trigone, ne me parlez pas de calculs compliqués, de choses vraiment, loin de la science humaine. On parle d'astrologie comme le tarot pour se comprendre soi-même. Laissez faire les calculs aux ordinateurs, laissez faire les interprétations compliquées des semi-sextiles et autres à vos astrologues préférés, mais pour vous, ayez les bonnes bases, parce que vous verrez, et vous le voyez tous les dimanches, qu'un natif des poissons
qui a la même carte qu'un natif du Bélier ne va pas réagir de la même façon. Et dans la fameuse, comment dire, dans la formation que j'ai faite Astro pour thérapeute, le logo était vraiment éloquent. Il disait, on ne parle pas à un ado de 15 ans comme à une femme de 40 ans. Eh bien, pourquoi on parlerait à un Capricorne de la même façon qu'à un Lion? C'est évident que l'astrologie va nous aider à être encore plus précis. Donc, démonstration est faite, je crois, avec le tarot que je remercie une autre fois de nous donner des précisions qui, à mon avis, ne sont pas contestables. Donc je vous laisse, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je ne sais pas si la vidéo sera pas trop venteuse. J'ai essayé de venir dans ce havre de paix, en général très tranquille, mais le vent est très fort. Ça donne peut-être une belle luminosité, peut-être que l'image est belle, mais peut-être que le son est moins bon. Je pense que vous me pardonnerez. Vous savez que je n'ai pas encore, comme certains, la maîtrise des éléments. Je n'arrive pas à faire pleuvoir, j'arrive pas à calmer le lac de Tibériade, j'arrive pas à marcher sur les eaux, mais ça viendra. Je ne désespère pas. Et si c'est pas dans cette vie, ça sera certainement dans une autre. Loin de l'ego et le jugement, vous avez compris que dans spirituel, il y a aussi spirituel. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée pour, comment dire, pour avancer sur votre chemin le plus librement possible, le plus, comment dire, à votre façon, à vous, et pas à la façon des autres. À très bientôt pour une nouvelle balade avec Doui.